L'ouvrage à l'occasion duquel je voudrais vous parler d'Ambroise Paré, c'est ce petit ouvrage. Il est bon que vous le voyez, même si je ne peux pas le faire circuler, parce que sa conservation pose des problèmes et que pour l'instant, il a besoin d'une restauration. Mais il vous donne une idée du format de l'ouvrage, le seul, au fond, d'Ambroise Paré qui soit représenté dans cette bibliothèque. On pourra tout à l'heure peut-être s'interroger sur les raisons de ce choix, de cette présence dans la bibliothèque de l'École nationale vétérinaire, mais il est aussi intéressant de le considérer dans la perspective de l'histoire du livre, de la promotion en France au XVIe siècle du livre, et notamment du livre scientifique, et encore plus précisément du livre médical, et plus précisément encore du livre chirurgical. En effet, cet ouvrage a de quoi surprendre. Pourquoi ne s'appelle-t-il pas simplement de la génération de l'homme? Vous avez entre les mains un exemplier, il a été distribué, oui, et la page de titre de l'édition que j'ai reproduite vous montre bien qu'après 2 livres de chirurgie, vous avez une indication du contenu de la génération de l'homme, etc., et un deuxième titre complémentaire, des monstres tant terrestres que marins, avec leurs portraits. Je parlerai de la suite plus tard. Pourquoi ce premier titre, 2 livres de chirurgie? Or, si l'on examine la bibliographie d'Ambroise Paré, on trouve d'autres traits similaires. Regardez dans l'exemplier les numéros 3 et 4. Vous allez avoir 10 livres de chirurgie, puis 5 livres de chirurgie, ce qui est très curieux de pareilles indications. Alors pourquoi, à quelle intention répondent de tels titres? Il faut, pour le comprendre, je crois, se rappeler un peu les conditions d'exercice de la chirurgie au XVIe siècle et aussi les conditions d'apprentissage du métier de chirurgien. Les barbiers et barbiers chirurgiens au XVIe siècle ne sont pas des gens qui sont privés de livres, mais ce sont le plus souvent des médecins qui mettent à leur disposition des œuvres chirurgicales en les commentant. Par exemple, la grande chirurgie de Guy de Chauliac, qui continue à être utilisée et commentée par des médecins, notamment à l'intention des chirurgiens, ou encore en traduisant des ouvrages de chirurgie à leur intention. Un très bel exemple nous est fourni par un médecin lyonnais, un médecin bien connu de Rabelais d'ailleurs, Pierre Tollet. Ils se sont rencontrés à l'Hôtel-Dieu à Lyon, qui en 1540 publie la traduction du 6e livre de la chirurgie de Paul d'Égine. Paul d'Égine, c'est le dernier grand médecin grec du 7e siècle. Et ce 6e livre de l'œuvre de Paul d'Égine traite de chirurgie. Or, on va le mettre à la disposition des chirurgiens du XVIe siècle comme un ouvrage indispensable. Pierre Tollet le dit très bien. Il le fait, dit-il, parce que l'âge de plusieurs chirurgiens de notre temps, c'est en 1540, l'âge de plusieurs chirurgiens de notre temps est déjà trop inclinant en vieillesse pour les réduire en tels termes qu'ils soient contraints à apprendre leur opération manuelle par la lecture des livres latins. Autrement dit, vers 1540, la majorité des chirurgiens est incapable de se débrouiller en latin, il faut lui donner du français. On dirait, puisqu'il parle des vieux chirurgiens, que les jeunes ne sont plus tout à fait au degré d'ignorance de leurs aînés et n'ont plus exactement les mêmes besoins. D'ailleurs, Pierre Tollet le laisse assez clairement entendre quand il semble presque craindre que le nouveau savoir ne leur inspire des ambitions dommageables pour les médecins. S'il fallait, écrit-il encore, et la phrase est truculente, que le chirurgien étudiât en latin et en grec, comme il se fait à présent, je pense, et il en serait ainsi, que le médecin n'aurait pour inférieur le chirurgien, mais pour égal en savoir, et bien souvent pour supérieur. Ce que le médecin ne doit vouloir, mais plutôt se faire maître chirurgien. Passage tout à fait intéressant. Visiblement, si on traduit à l'intention des chirurgiens des ouvrages grecs ou latins, c'est essentiellement pour qu'ils ne se mettent pas à lire le grec et le latin et à devenir les égaux des médecins. À vrai dire, la situation mettra du temps à changer. Pierre Tollet en fait une description un peu sombre. En 1575 encore, Paré écrit que d'une infinité de chirurgiens, la plupart n'apprend cette science qu'en son vulgaire, en français, l'oyant par les docteurs médecins traités et interprétés en français, dont nous voyons que pour un chirurgien latin, qui parle latin, il s'en trouve 1000 Français et plus exerçant la chirurgie. Et cela en 1575. Il y a en effet fort peu de chirurgiens qui écrivent
de chirurgiens qui ne sont que chirurgiens. Je ne parle pas de médecins spécialisés en chirurgie. La chirurgie est surtout illustrée par les publications de ses professeurs de chirurgie, comme le grand Sylvius, comme Vidus Vidius au Collège de France, etc. Et c'est avec cet état de fait que rompt Ambroise Paré. Ce qui est très étonnant, il faut s'interroger sur les raisons qui l'y ont conduit. D'autant plus qu'il n'y est pas venu tout de suite. Il est né en 1510, peut-être 1509. Et sa première publication, qui est, vous en avez la page de titre sous le numéro 5, qui est la méthode de traiter les plaies faites par arquebuse et autres bâtons à feu, date de 1545. Il a donc au moins 35 ans quand il prend la plume pour la première fois, et pour parler de cette nouveauté des blessures causées par les armes à feu qu'on ne connaissait pas jusque-là. C'est qu'il souligne, Ambroise Paré souligne constamment la nécessité de l'expérience pratique, qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Lui-même ne s'est pas contenté, souligne-t-il, de passer 3 ans à l'Hôtel-Dieu de Paris, à voir et à soigner les malades et à étudier l'anatomie sur une infinité de corps morts, comme il dit, disséquant toute la journée. Il a aussi, et cela est important pour comprendre la mutation qui va se faire et sa volonté de devenir un auteur de chirurgie, il a aussi vu les guerres, c'est lui qui parle, où l'on traite les blessés sans phare et sans les mignarder à la façon des villes. Outre en effet qu'à l'armée, ne l'oubliez pas, il n'y a pas encore de service de santé. S'il y a des chirurgiens à l'armée, c'est qu'ils sont attachés à un grand personnage, à un prince, à un capitaine, etc. Et qu'à l'occasion, ils soigneront aussi les malades des troupes de ce grand personnage. Mais il n'y a pas de service de santé. Les médicaments font souvent défaut, les praticiens ne disposent pas d'installations spécialisées, et les malades qui ne peuvent se retirer, être soignés sur place, se retirent souvent dans les villes voisines pour être soignés par les chirurgiens locaux. Quand ils doivent demeurer sur place, et notamment s'ils ne sont pas des personnages signalés, ils pâtissent des mauvaises conditions matérielles. Du reste, ils sont une charge pour leur entourage, qui n'hésite guère à se débarrasser d'eux. Ambroise Paré nous donne là-dessus des détails qui sont assez terrifiants. Ce ne sont pas seulement en effet les Espagnols, raconte-t-il, qui après le siège de Metz ne se soucient pas beaucoup de les recueillir. Les Espagnols, écrit-il, les voyant être au trait de la mort, avant qu'ils eussent jeté le dernier soupir, le jetaient hors de leur charrette et les ensevelissaient en la boue et la fange, disant qu'ils n'avaient nulle commission de ramener les morts. Ce sont aussi les Français qui, à l'occasion, font de même. Paré se rappelle en particulier être entré à Turin dans une écurie où se trouvaient 4 soldats morts et 3 autres appuyés contre la muraille, leurs faces entièrement défigurées, leurs vêtements encore flambants de la poudre à canon qui les avait brûlés. Alors un vieux soldat demande aux chirurgiens s'ils sont curables. La réponse est négative et le vieux soldat s'approcha d'eux et leur coupa la gorge doucement et sans colère. Paré, qui s'en indignait, s'entend remarquer qu'il priait, c'est ce que lui dit le vieux soldat, qu'il priait Dieu que lorsqu'il serait accoutré de cette façon, il se trouva quelqu'un qui lui en fît autant afin de le languir misérablement. Puis encore, lors du voyage du Havre, en 1563, quand les Gabionnais étaient blessés à mort, leurs compagnons les dépouillaient et les mettaient encore vivants dans les gabions où ils leur servaient d'autant de remplage. Au fond, ils servent de matériaux, vous voyez, pour remplir simplement les fortifications provisoires que l'on édifie à l'occasion des sièges. On ne saurait donc s'étonner de l'état dans lequel le chirurgien trouve certains blessés. La fameuse règle des 24 heures, nous en parlions tout à l'heure, celle qui veut qu'on n'excède pas ce temps pour commencer à soigner les blessés, elle ne date que du chirurgien Larrey, au XIXe siècle. Au XVIe siècle, la lenteur des soins laisse souvent le mal étendre ses ravages. Après le siège de Saint-Quentin, Paré s'occupe des blessés retirés à la fer. Les plaies des blessés, écrit-il, étaient grandement puantes et pleines de vers, avec gangrène et pourriture. Il me fallut jouer des couteaux pour amputer ce qui était gâté. Et ce ne fut pas sans couper bras et jambes, et aussi en trépaner plusieurs. Quant aux morts, notamment en temps de siège, ils restent souvent sur place, et leurs cadavres, mêlés à ceux des bêtes tuées ou crevées, empuantissent l'air. Paré, dans ses récits, revient sans cesse sur cette proximité des cadavres, je cite, entassés les uns sur les autres, comme fagots,
n'étant point couverts de terre à cause que nous n'en avions point. Allant un jour à la recherche de quelques grands personnages disparus, Paré et ceux qui l'accompagnent voient, dit-il, plus d'une demi-lieue autour de nous, la terre toute couverte de corps morts, et nous n'y demeurâmes guère à cause de la grande puanteur cadavéreuse qui s'élevait des corps, tant des hommes que des chevaux. Et je crois que nous fûmes cause de faire s'élever de ces corps une si grande quantité de grosses mouches ayant le cul vert et bleu, qu'étant en l'air, elles faisaient ombre au soleil. On les entendait bourdonner à grand merveille, et je crois que là où elles se posèrent, c'était pour rendre l'air pestilent et y causer la peste. Du reste, on ne retrouvera pas celui que l'on cherchait, attendu que les corps étaient tous effondrés par pourriture et dévisagés. Ça donne une idée assez terrifiante, vous voyez, de ce que peut être la chirurgie de guerre à cette époque. Alors, c'est ça l'école, j'ai voulu donner quelques détails pour qu'on le comprenne, c'est ça l'école où Paré s'entraîne à la chirurgie et apprend à renouveler complètement l'exercice de son métier. Plaies causées par des armes blanches et par toutes sortes de flèches et de dards, blessures par arme à feu, fractures, luxations sont son lot quotidien. Il lui faut donc extraire, réduire, amputer, recoudre, comprimer, ligaturer. Ces moyens sont ceux de son temps. De ce que nous appelons l'anesthésie, il dit peu de choses. Il use, dans les camps comme à la ville, d'un certain nombre de préparations médicamenteuses destinées à émousser la perception de la douleur. Médicaments anodins, c'est-à-dire qui suppriment la douleur au sens propre, et s'il le faut, médicaments narcotiques ou stupéfactifs, comme on disait, jusquiam, ciguë, pavot, opium, etc. Mais il a aussi recours, ce qui est beaucoup plus nouveau, à la ligature, qui a pour effet, en interrompant la circulation du sang, d'insensibiliser la partie. Quand il doit amputer un membre, c'est à ce moyen qu'il fait appel. C'est encore par la ligature qu'il arrête l'hémorragie. Dès qu'il y est parvenu, il la dénoue et s'occupe à coudre la plaie en en rapprochant les lèvres d'aussi près que possible. Alors, ce n'est pas lieu d'insister davantage sur l'expérience de Paré, mais il faut en avoir conscience pour comprendre pourquoi Paré prend tant de soin de rappeler que la chirurgie consiste d'abord en opération manuelle, c'est son expression. Et il traduit littéralement le mot chirurgie, opération manuelle. C'est en son nom que Paré oppose continuellement le savoir livresque et l'opération manuelle. Je vous ai donné un texte clair là-dessus, c'est le texte numéro 2, à la première page. Le laboureur a beau parler des saisons, discourir de la façon de cultiver la terre, déduire quelles semences sont propres en chaque terroir, car tout cela n'est rien s'il ne met la main aux outils, s'il n'accouple ses bœufs et ne les lie à la charrue. Aussi n'est-ce grande chose, bien que ce soit quelques cas, de feuilleter des livres, de gazouiller et cacter en une chaire de la chirurgie, de ses perfections, comme c'est le premier instrument de médecine, le premier connu et le plus ancien, et le plus anciennement usité et pratiqué, la première connue, la plus ancienne et plus anciennement usitée. Et si la main, suivant la signification du vocable, ne besionne, et s'il n'est mis en usage par bonne raison. Voilà l'occasion qui m'a fait sortir en campagne pour rendre compte de ma ferme accession, etc. Texte très intéressant qui oppose si violemment le savoir livresque et l'opération manuelle. Ces mots se lisent dans l'adresse au lecteur de l'édition des œuvres de 1575. L'un des adversaires de Paré est Étienne Gourmelaine, doyen de la faculté de médecine en 1574-75, puis professeur de chirurgie au Collège royal. Celui-ci gazouille et caquette, selon Paré, dans sa chair, tandis que Paré, lui, met la main à la besogne. Le raisonnement de Paré s'appuie bien sur cette définition de la chirurgie qui peut sembler traditionnelle, mais que lui-même, par sa pratique, renouvelle profondément. Au temps de sa formation, rappelons-le, la chirurgie n'est scientifiquement étudiée que par les médecins, qui n'en écrivent qu'en latin. La pratique de cet art est laissée à des exécutants, qui ne sont pas médecins, qui sont des auxiliaires de médecine, dont les tâches sont strictement limitées et dont l'instruction est elle-même étroitement subordonnée aux travaux qui leur sont confiés. S'ils s'en font un mérite, ils s'en font un mérite du reste, au point que certains reprocheront à Paré d'avoir divulgué des secrets de pratique dont ils s'estiment les gardiens. Aux médecins, le savoir, aux chirurgiens, le faire. Il appartient à Ambroise Paré d'avoir conçu la chirurgie comme un savoir-faire. La portée épistémologique de cette position est considérable, mais aussi sa portée sociologique. En même temps que Paré réhabilite le travail de la main,
Il se refuse à n'y voir qu'une sorte d'adresse, qu'un tour de main. Le chirurgien n'a pas moins que le médecin besoin d'un savoir théorique. Mais la supériorité du chirurgien consiste en ceci qu'il met en œuvre la théorique et qu'ainsi il contribue à la parfaire. Cette thèse modifie profondément la hiérarchie des sciences médicales. Tout en feignant de ne sortir de sa compétence qu'autant que la nécessité l'exige, Paré est en train de revendiquer pour la chirurgie d'une certaine manière la première place. Il va plus loin encore quand, emporté par la polémique, il dit ce qu'il pense au fond. Tous les grands médecins reconnus, qu'ils soient grecs, latins ou arabes, ont traité aussi bien de médecine que de chirurgie, et même de pharmacie. La séparation de ces trois disciplines s'explique sans doute par la complexité croissante du savoir, mais le traitement des malades exige leur étroite collaboration. Et s'il faut assigner à l'une d'entre elles une suprématie, c'est visiblement, Paré le pense, à la chirurgie qu'elle revient, du moment qu'on peut prescrire un médicament ou un régime de santé sans acte chirurgical, mais qu'il est impossible de faire de la chirurgie sans le concours de médicaments et la détermination des régimes de santé adaptés. Il faut mesurer, je crois, le paradoxe auquel conduit la pensée d'Ambroise Paré. D'un côté, il estime que ce n'est pas grand-chose de feuilleter les livres. D'un autre côté, si la chirurgie a éminemment besoin d'un savoir théorique, il faut bien confier celui-ci à des livres, le transmettre par le livre. Et surtout, si ce savoir théorique s'est constitué et se constitue à l'aide de l'expérience. Dès le petit traité de 1545, Paré tient ce langage. Je vous en ai mis un extrait sous le numéro 6. C'est l'adresse aux jeunes chirurgiens à l'occasion du traité sur les plaies par arquebuse et armes à feu. Et très nettement, il leur dit « Je vous apporte le fruit de mon expérience, mais à vous, à votre tour, de transmettre votre propre expérience pour enrichir, à partir de la pratique, notre savoir théorique. » C'est tout à fait important. Dès lors, dans la pensée de Paré, la main du chirurgien n'est pas seulement celle qui opère, c'est aussi celle qui écrit. Il dit du reste volontiers, non pas écrire, mais mettre la main à la plume. C'est une expression qu'il adore, mettre la main à la plume. Un indice hautement symbolique, le voici. On sait que Paré a été aussi un prothésiste. Il invente et fait exécuter par d'habiles serruriers des prothèses articulées, dont certaines sont très complexes. Or, outre une main articulée capable de tenir des objets, il invente aussi une main d'apparat. Vous l'avez dans votre exemplier, sous le numéro 7, et c'est une main qui écrit. C'est très frappant. Une main d'apparat, une main qui écrit. Alors, à côté de l'exercice de la chirurgie auprès des grands, à la cour ou à la ville, ou dans les camps, Paré s'emploie à élaborer une œuvre chirurgicale. Et je crois qu'assez tôt, il conçoit le dessein de lui donner la forme d'un ouvrage d'ensemble, d'un ouvrage unique, d'une somme rassemblant tous les savoirs requis par l'exercice de la chirurgie. À l'image de divers auteurs de son temps, il se conduit en écrivain. Et il est très frappant de voir à quel point on pourrait le comparer à quelqu'un qui exerce dans un tout autre domaine, Pierre de Ronsard, qui d'ailleurs lui a donné des liminaires. Ils sont en relation l'un avec l'autre. Il y a, dans des domaines très différents, on les voit avoir des conduites très similaires, comme si tous les deux, l'un poète, l'autre chirurgien, se considéraient aussi comme des écrivains. D'abord, des publications séparées, mais visiblement destinées à être recueillies dans un plus vaste ensemble et qui sont comme des premières constructions, des fragments qui vont entrer dans l'ensemble. D'où les titres, 2 livres, 10 livres de chirurgie, 5 livres de chirurgie, ils sont destinés à entrer dans ce tout. Voilà l'explication de ces titres curieux à première vue. Ensuite, des publications provisoires. Chez Ronsard, ce sont l'ensemble des ouvrages qui s'appellent des mélanges, recueils d'attentes, comme j'ai souvent eu l'occasion de les désigner. De même, chez Paré, si vous regardez le titre de ce petit ouvrage que vous avez sous la main, et titre qui vous est reproduit à la première page, vous verrez qu'après le numéro 2, on vous annonce plus un petit traité des plaies faites aux parties nerveuses. Donc il y a un troisième élément dont Paré ne vous cache pas, regardez le texte numéro 8, qu'il n'est pas tout à fait dans le style de l'ouvrage, qu'au fond on prend date, on l'a écrit et on le communique immédiatement pour signaler qu'on est l'auteur de cet ouvrage, mais on sait bien que c'est un peu à l'écart. Il a eu une discussion sur ces parties nerveuses avec un chirurgien de son temps, M. Bélanger, n'est-ce pas? Et il dit qu'il a voulu mettre cet ouvrage, mettre ce discours à la fin de ce présent livre, ce que j'en ai connu à l'œil et effet,
qui a été cause que, me soumettant à sa requête, ai mis quand et quand la main à la plume, une fois de plus, combien que ce ne soit ici le propre lieu d'en traiter. Il sait très bien que c'est un peu hors sujet, mais il faut publier sans tarder cette partie de son œuvre qu'ensuite il recueillera et qu'il ajoutera au reste. D'autre part, on s'aperçoit aussi que les deux auteurs fabriquent des œuvres complètes, mais plusieurs fois de suite, et chaque fois en reprenant l'édition antérieure pour la compléter, la corriger, la modifier, etc. C'est arrivé au moins 5 ou 6 fois à Ronsard, entre 1560 et 1584, et c'est arrivé 4 ou 5 fois à Ambroise Paré, entre 1575 et 1585. Intéressant, avec une petite différence. Ronsard utilise de petits formats, à l'exception de l'édition ultime parue de son vivant, celle de 1584. Il s'agit de poésie. Paré, lui, n'envisage que des œuvres in folio, comme il convient à une œuvre de doctrine, comme on disait. Du reste, il le fait avec une remarquable compétence technique qui devrait intéresser des gens qui sont au master de l'édition. L'édition de 1575 indique qu'il s'est même soucié d'en choisir la marge et les caractères. Quand au cours de sa vie, il lui arrive de ne pouvoir surveiller l'impression de l'un de ses livres parce que, par exemple, il est retenu aux armées, dès son retour, il examine les exemplaires imprimés et ne craint pas, on en a des exemples, d'en faire corriger les fautes à la plume dans tous les exemplaires. J'ajoute une singularité des œuvres de Paré. Elles sont illustrées. Paré s'occupe de l'exactitude des figures et les fait, s'il le faut, regraver. Il entretient une collaboration étroite avec le graveur dont il surveille le travail. Il se soucie de la mise en page, c'est-à-dire à la fois de la dimension et de l'emplacement des portraits et figures, comme il dit. Il songe même à répondre aux attentes diverses des lecteurs. Je vous ai donné, sous le numéro 9, un texte tout à fait intéressant. Ambroise Paré, en effet, dans l'édition de 1579, il n'a pas recommencé parce que ça coûte trop cher, fait réunir l'ensemble des gravures ornant son livre pour les disposer en des pages, qui constitue ainsi un album assez important d'une centaine de feuilles à la fin de l'édition de 1579. Et il explique très bien que pour les spécialistes, il en propose par le texte l'interprétation. Au roi, il suggère de les manier et voir, en se faisant assister, si nécessaire, de quelques savants hommes, puisque le roi n'a pas le loisir de tout lire et qu'il faut simplement lui montrer les images et lui expliquer rapidement comment travaille un chirurgien. C'est à son intention, en effet, qu'il a fait réunir ces illustrations en une sorte d'album. Il songe même, ce faisant, aux artistes qui ainsi pourront, vous le verrez dans ce texte numéro 9, pourront, dit-il, dresser un terme ou enrichir quelques chapiteaux de colonnes avec ces modèles de mes figures et représenter l'art de notre opération par les préparations de l'architecture et traits de la peinture et le ciseau du savant tailleur et imagier. Il y a là une indication intéressante. La littérature scientifique et technique envisage de plus en plus d'attirer des lecteurs non spécialistes et se préoccupe de les séduire. En tout cas, voilà clairement indiqué 3 fonctions bien distinctes de l'image. Ou bien elle vient illustrer un texte qui à son tour l'explique, première fonction, ou bien elle est un support d'enseignement, un instrument de monstration, l'album destiné au roi, ou bien elle constitue un élément graphique susceptible d'être intégré hors contexte à une plus vaste composition, dans un chapiteau, dans une peinture, etc. Ce souci d'une illustration abondante et adéquate est d'autant plus notable que l'entreprise est, au XVIe siècle, extrêmement coûteuse. Il faut en avoir quelque conscience. N'oubliez pas qu'au XVIe siècle, un écrivain finance, au moins en partie, l'impression de ses livres. S'il les dédie si souvent à quelques hauts personnages, c'est avec l'espoir d'obtenir de celui-ci des subsides et non pas simplement pour s'assurer un patronage flatteur. C'est aussi pour avoir une aide financière. C'est une demande de subvention. Quand le livre doit comporter des illustrations, le coût de l'opération est encore grandement accru. Paré indique lui-même que la gravure des 375 planches de ses œuvres s'est élevée à la somme de 1000 écus, soit 3000 livres, somme qui est absolument considérable. Il est premier chirurgien du roi en 1572 et il reçoit à ce titre 800 livres par an. Or, vous voyez, 3000 livres contre 800 livres. Or, il est très bien payé. Le second chirurgien ne reçoit que 300. Et lui, 800. Vous voyez à quel point ça a coûté cher. Donc, c'est resté ces gravures dans la famille, et encore dans toutes les éditions du XVIIe siècle, du XVIIe siècle, elles serviront
c'est un héritage qu'il transmet par son testament. Dès ses premières œuvres, Paré cherche à user d'illustration par l'image, mais on voit très bien quand il se met à la concevoir pour entrer dans un ensemble plus imposant qui sera un in-folio. En 1573, au moment de ce petit volume des 2 livres de chirurgie, le projet me semble complètement formé. Et la preuve, vous l'avez très bien avec la page suivante. Je ne l'ai pas sous la main, mais dans le programme de cette journée, vous avez la représentation du triton de mer. Seulement, celui qui a composé la page, c'est Romain Ménini sans doute, a redressé l'image. Dans l'édition de 1573, elle est représentée comme cela. Visiblement, Ambroise Paré fait composer des images destinées à un in-folio. Et dans cette publication préliminaire qui annonce l'in-folio, pour pouvoir utiliser ces images, il les met dans l'autre sens. Donc vous avez ici un éléphant de mer, vous voyez, présenté comme cela, alors que dès que l'édition sera composée, vous aurez évidemment cette présentation tout à fait normale, celle qu'on attendait. On voit très bien qu'en 1573, il est déjà en train de fabriquer l'ensemble des gravures dont il aura besoin. L'exemple du cheval de mer permet d'aborder cette publication de 1573, dont je vais parler très très vite parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'obstétrique est de la pleine compétence du chirurgien, et donc aussi la monstruosité. Mais la façon dont Ambroise Paré en traite est elle aussi très nouvelle. L'ouvrage classique auquel on peut comparer celui de Paré pour en apprécier la nouveauté, c'est celui du médecin zurichois Jacob Rueff, comme on dit en français. Le De Conceptu et Generationne Hominis, paru à Zurich en 1554. Paré le connaît. Aux malformations, Rueff consacre une partie de son livre 5 et il énumère à peu près les mêmes causes physiques de la monstruosité. Vice de quantité ou de qualité de la semence, mauvaise disposition des organes, accident en cours de grossesse, etc. Mais pour ce qui est de la cause finale des monstres, Rueff n'hésite pas. Ce sont tous des châtiments divins. Comme une nombreuse et belle descendance est une bénédiction divine, selon la Bible, la naissance d'un monstre dans une famille ou dans un État est une punition. Présentant la monstruosité, Rueff écrit pour commencer, cela, il faut d'abord le rapporter au jugement de Dieu. Il faut ensuite y reconnaître aussi l'effet d'un vice de la semence, une surabondance ou une insuffisance ou une corruption, par exemple, après quoi nous reproduirons quelques représentations de ces formes, sans vouloir embrasser tous les cas, mais quelques-uns seulement, qui nous permettront d'avoir quelques connaissances des jugements de Dieu par le moyen de divers monstres contre nature, qui sont comme des pronostics, et de voir l'importance d'un vice de la semence. Au fond, on juxtapose les causes finales du monstre, tous des punitions, et les causes matérielles, les causes efficientes de la production de la monstruosité, qui tiennent à la semence, à la disposition des organes, etc. Sans rompre explicitement avec cette pensée, Ambroise Paré tente à considérer les monstres individuels dans la plus large perspective de l'inlassable activité de la nature, qui non seulement déborde de vie, mais aussi diversifie constamment ses ouvrages. Il faut donc suivre ses développements sur les monstres individuels d'un chapitre intitulé « Des monstres marins ». C'est le titre qu'il donne à la deuxième partie. Et il écrit pour commencer « Il ne faut douter qu'ainsi qu'on voit plusieurs monstres d'animaux de diverses façons sur la terre, aussi s'en fait-il en la mer d'étranges sortes. Voilà donc le triton, la sirène, le moine de mer, l'évêque de mer, etc. De même la diversité des coquillages, dont il représente plusieurs, qu'il annonce ainsi. Il se trouve à la mer plusieurs étranges et diverses sortes de coquilles, si bien que l'on peut dire que nature, chambrière du grand Dieu, se joue en la fabrication d'icelles. On voit très bien que, sous la plume d'Ambroise Paré, les monstres ont perdu leur qualité de châtiment pour devenir des manifestations de l'heureuse fécondité de la nature. Et c'est sans doute à cause de ces figures d'étranges animaux que l'exemplaire de 1573 est parvenu à la bibliothèque de l'ENVA. Si l'occasion s'en était présentée, on aurait encore pu y admettre un exemplaire des œuvres de 1579, que je signale simplement pour terminer. L'ouvrage, en effet, s'enrichit d'un nouveau livre placé immédiatement après l'introduction et qui constitue désormais le premier livre de l'ouvrage. Il s'intitule « Des animaux et de l'excellence de l'homme ». Je l'ai autrefois republié dans une édition annotée, mais qu'on ne peut plus trouver, elle est là. Le but, faire valoir que la médecine, et donc d'abord la chirurgie, est la reine des sciences naturelles, puisqu'elle a pour objet la plus noble des créatures, qui est l'homme.
Tout le livre consiste à célébrer les vertus des animaux, admirablement industrieux. Une grande place est faite en particulier aux animaux sociables, aux abeilles, aux fourmis, etc., étant entendu que cette célébration tourne forcément à l'avantage de l'homme, lequel simplement porte au plus haut point ses remarquables qualités. Ainsi, le chien aboie, le chien miaule, etc., mais l'homme peut imiter tous les cris des animaux. Vous voyez quelle supériorité. C'est un livre passionnant qui illustre l'une des deux manières, la plus belle, de célébrer l'homme par rapport aux animaux, non pas rabaisser les animaux, mais les inscrire positivement sur l'échelle des êtres, étant entendu que l'homme fait mieux. Alors, on remarquera d'ailleurs que, fidèle à lui-même, Paré n'oublie pas, dans cette comparaison, de faire une fois de plus place à la main. Ce sont les deux extraits sous les numéros 12 et 13 que vous trouverez à la fin de l'exemplier. Cette mention méritera un commentaire. Je rappelle, je vous signale simplement que Paré écrit dans les œuvres de 79, la première fois, et Dieu a donné à l'homme, par grande excellence, raison et la parole et les mains, et par ces trois prérogatives, l'a séparé des autres animaux. Il est en train d'imiter un passage de Louis le Roi, mais Louis le Roi avait écrit « Dieu créant l'homme, il lui a donné par grande excellence, raison et parole, et par ces deux prérogatives, l'a séparé des autres animaux. » Paré ajoute la main. C'est extrêmement intéressant. Il est en train de prendre parti dans un vieux débat sans cesse réactivé à la Renaissance et qui a été lancé depuis longtemps dans les parties des animaux d'Aristote, par Aristote au livre 4, et qui compte vraiment dans la problématique de l'homme et de l'animal. Il consiste à récuser une proposition d'un sage grec, Anaxagore, 5e siècle. Je vous rappelle simplement le texte d'Aristote sans le commenter. Anaxagore prétend que l'homme est le plus intelligent des êtres parce qu'il a des mains, mais la raison nous dit tout au contraire que l'homme n'a des mains que parce qu'il est si intelligent. Les mains, en effet, sont un instrument, et la nature sait toujours, comme le ferait un homme sage, attribuer les choses à qui est capable de s'en servir. N'est-il pas convenable de donner une flûte à qui sait jouer de cet instrument, plutôt que d'imposer à celui qui a cet instrument d'apprendre à en jouer? Merci.